Ah, bonjour, c'est Jérôme Mézot pour Trouspe. Je tire. Pour quelle raison Louis-Ferdinand Céline te paraît insupportable? Te paraît-il insupportable? Alors c'est une question très difficile parce que d'abord c'est un auteur du premier canon que tout le monde cite, etc. C'est un auteur sur lequel il y a eu énormément de conflits de toutes sortes. On connaît à peu près l'histoire, je ne vais pas la refaire. Alors, c'est pas que Louis-Ferdinand Céline me semble insupportable, c'est que je suis convaincu, après avoir beaucoup travaillé sur cet auteur et sur ses écrits et les documents qu'il a laissés, qu'il y a un lien très fort, très puissant entre les choix formels, stylistiques de Céline et son idéologie. Et son idéologie, elle ne fait pas mystère, il faut le dire quand même très clairement, c'est pas seulement le fascisme, etc., c'est le racisme biologique et une croyance fondamentale dans le racisme biologique qu'il n'a jamais démenti jusqu'à sa mort. Et il dit lui-même, il fait lui-même une sorte de théorie du style en disant que le style est un phénomène de tempérament, que les tempéraments sont liés à des caractéristiques raciales, que les juifs ne peuvent pas écrire en français, ils écrivent en français enjuivé, etc. Et donc il y a une sorte de classification des auteurs en fonction de leur ethnicité, qui me semble évidemment non seulement presque un peu ridicule, aujourd'hui c'est presque un peu ridicule, mais en même temps assez ignoble à l'époque quand on voit les résultats que ça a produit, les dénonciations, etc. Donc oui, l'homme Céline ou Détouche, ses procédés éditoriaux dans la presse, son rapport avec le racisme biologique, avec les intellectuels extrême droite, c'est quelque chose qui est tout à fait pénible pour moi, mais c'est à titre personnel, voilà. Après, je vois pas, je veux dire, j'ai aussi du plaisir à lire ses romans, les trucs stylistiques sont tout à fait bien faits, mais je n'oublie jamais qu'il y a derrière, il y a un fantasme monologique d'une parole qui dit la vérité que les autres n'ont pas vue, vérité qui est dite brutalement, sans réponse possible, sans débat. C'est une parole tout sauf démocratique. C'est une parole de dictateur, littéralement. C'est-à-dire celui qui dicte aux autres ce qu'ils doivent entendre. Et ça m'amuse moyennement, quoi, à la longue. Même si je me marre beaucoup dans certains textes, évidemment. Alors, c'est pourquoi l'attention est la plus grande des vertus, as-tu écrit dans Fantôme en 2010. D'où est venue cette pensée? C'est pourquoi l'attention est la plus grande des vertus. Alors je parle pas souvent de vertu parce que je suis pas un homme de vertu, enfin pas au sens du XVIIIe siècle, mais oui, alors je pense que c'est une époque fantôme où je me suis beaucoup intéressé euh, pour diverses raisons au bouddhisme, etc., et à des formes de méditation, etc. Bon voilà, ça c'est des lectures personnelles que j'avais faites, et je me suis rendu compte, à travers des expériences personnelles, mais que je raconte un petit peu dans ce livre, que l'attention au monde et la prise de recul, l'arrêt, en fait, de faire un arrêt, qui peut être dans la respiration, dans le choix d'une nouvelle respiration, face au monde, ça pouvait être une ressource extraordinaire d'observation du monde. Et alors là, je pensais aussi en termes littéraires. Je pense que pour les écrivains, le manque d'attention au monde qu'on décrit, c'est certainement une des grandes faiblesses, quoi. Et moi, je me suis dit, mais au fond, je m'en suis rendu compte en travaillant et en le vivant, parce que je pense que j'ai beaucoup manqué d'attention à beaucoup de moments de ma vie. Et voilà, dans ce texte-là, je me permets cette petite maxime comme ça qui fait un petit peu pensée générale, mais elle est incarnée dans la nouvelle par toute une situation. Vous me dites stop, ça peut être chiant quand même. Alors, accepterais-tu d'être publié dans la nouvelle maison d'édition de Joël Dicker s'il te sollicitait? Alors ça, c'est de la science-fiction. Ça s'appelle comment? Rose and je sais pas quoi. Alors, je pense pas que j'accepte. Enfin non, je pourrais pas accepter. Alors après, est-ce que j'accepterais pas juste pour pas me renier, etc. Si Joël Dicker me propose 1 million pour mes poèmes à la con, est-ce que je vais les publier sur Joël Dicker? Alors s'il me propose 1 million, je dirais oui, parce qu'il faut que je me libère du salariat, mais il va pas me proposer 1 million. Bon. Non, alors pour être plus sérieux, non, je le ferai pas, parce que
Parce que d'abord, qu'est-ce que ça va être, cette maison d'édition, par rapport à ce qu'on appelle l'édition? Je me pose la question. Après, laissons-lui le bénéfice du doute. Hein, il fera peut-être un très bon catalogue. Moi, j'ai pas très bien compris d'ailleurs si c'était juste une maison d'édition pour publier et diffuser ses propres livres, ou les produits dérivés, hein, les boîtes de chocolat, etc., ou si c'était une maison d'édition avec un catalogue. Alors, on verra bien. Alors, moi, je dirais que s'il me proposait, je réserverais ma réponse pendant quelques années, et puis on en reparlera. Comment imagines-tu la Suisse de 2050? Je sais pas. J'essaie de l'imaginer. Je suis un peu inquiet quand même si j'ai de l'optimisme vernaculaire des fois, mais il me semble que les choses se deviennent de plus en plus rudes, hein, pour pas mal de choses. J'espère que l'État social va pas disparaître sous les coups de boutoir de la droite néolibérale qui aimerait bien l'amoindrir encore un petit peu. Déjà que l'État social en Suisse, il est pas très développé, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on voit la manière dont on traite les gens qui ont le malheur chez nous d'être pauvres, hein, et la honte que les gens qui ont des difficultés financières ont intériorisé d'aller demander une petite aide pour survivre, je trouve ça ignoble. C'est pas possible dans un pays au cœur du capitalisme mondial, on traite les gens comme ça, quoi. Un jour, j'espère que quelqu'un racontera toutes les violences symboliques et institutionnelles que le gouvernement suisse a fait subir à toutes sortes de populations, migrantes, pauvres, tout ce que vous voulez. Je suis inquiet pour la suite. Espérons que les forces, disons les forces, je ne sais pas comment les appeler, les forces d'émancipation auront encore un peu d'espace dans cette crise qui se profile, hein, qui va être une crise énergétique et tout. Après, voilà, on peut jamais... la seule bonne nouvelle, c'est que l'histoire, elle est imprévisible, elle n'est pas écrite d'avance, donc il peut toujours se passer quelque chose. Voilà. Avec quel penseur ou intellectuel des Lumières aimerais-tu débattre ou te battre? Oh là là, c'est difficile, hein, parce que je les aime bien, souvent, ceux-là, et ils sont tellement brillants. Par exemple, une soirée avec Diderot, puis une bonne bouteille, ça doit être quelque chose, hein. On se sent tout petit, hein. Mais en même temps, je suis sûr qu'on rigolerait. Et puis Rousseau, ce serait insupportable, parce que je l'admire beaucoup, et je trouve c'est vraiment une écriture, voilà, c'est absolument génial, c'est exceptionnel, Rousseau, même si on le déteste, hein. Mais passer une soirée avec lui et entendre... entendre, je sais pas ce que j'aurais pu entendre, ça me ferait presque un petit peu peur. Donc, si je devais choisir, mon Dieu, je sais pas. J'arrive pas à dire, mais peut-être Diderot quand même. Voilà. Pourquoi faire de la sociologie? Tout dépend à qui on pose la question. Si je sais pas, si des étudiants me demandaient pourquoi faire de la sociologie, je dirais pour comprendre un peu mieux les mécanismes dans lesquels on est impliqué comme sujet social et comme individu, et des mécanismes qui parfois, souvent, nous font souffrir. Avec la sociologie, on peut les externaliser, en quelque sorte, je ne sais pas comment faire, les sortir de simplement d'un problème psychologique, mais montrer les mécanismes, et puis peut-être, une fois qu'on a compris un peu mieux les mécanismes institutionnels, étatiques et autres, qui pèsent sur nous, avoir peut-être un espace de liberté pour les retourner, ruser avec eux, les refuser, ou au contraire y adhérer dans certains cas, hein. Donc pour moi, la sociologie, en tout cas, ça a été extrêmement libérateur, mais je pense que c'était lié au parcours qui était le mien, dans le sens où, dans ma jeunesse, par exemple, en collège catholique, on nous cachait bien soigneusement les fonctionnements sociaux, le détail des fonctionnements sociaux, tout était présenté de manière un peu idéalisée, comme ça, dans une version qui était la version des dominants, en fait, et je me reconnaissais absolument pas dans cette description du monde, donc je me suis rebellé contre cette description du monde, ça m'a donné l'énergie de faire ce que je voulais faire, et j'espère que c'est de la sociologie, les sciences sociales en général, peuvent donner la même énergie à plein de jeunes gens, voilà, espérons.